le changement, en fait, il se fait plus profondément sur la prise d'expérience, c'est-à-dire c'est le retour d'expérience. Et ça, tu sais, en PNL, on est convaincu du fait que faire corrige plus que d'expliquer. Je pourrais passer 1 heure à t'expliquer une théorie, plutôt que de faire ça, on va te faire le truc, Oui, tu vas l'apprendre et tu vas l'intégrer, ce sera beaucoup plus rapide en termes d'apprentissage. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 123 du podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode interview cette fois-ci. J'ai sauté un épisode solo, c'était voulu puisque j'ai enregistré l'épisode qui suit avec Mehmet en 2023 et j'ai eu pas mal de monde avant lui à sortir en interview et c'est vrai que je me dis quand même fin février, il était temps que je sorte l'épisode avec Mehmet, donc pas d'épisode solo entre 2 épisodes interview, mais je pense que vous n'y verrez que du feu et que cela va aussi vous plaire. Mehmet, lui, il est coach et mentor pour les entrepreneurs et il les aide à se structurer au démarrage de leur entreprise ou dans leur phase de croissance également. Il a été cadre dirigeant dans des entreprises du CAC 40 pendant très très longtemps et il fait du coaching depuis plus de 20 ans finalement au sein de son ancien métier et au sein de son nouveau métier en tant qu'entrepreneur. Nous avons retracé son parcours, son passé de cadre, sa transition de vie en tant que chef d'entreprise et nous avons parlé de beaucoup de sujets qui concernent les entrepreneurs aujourd'hui. Vous allez sûrement vous reconnaître dans plein de propos, dans plein de choses de son parcours. On a parlé de ses mentors, on a parlé de sa vision, des objectifs et des bilans annuels, qu'est-ce qu'il en pense véritablement. On a aussi parlé du fait de mettre les gens dans les cases, on a parlé de mindset, de croyances. On a parlé que la croyance qui revenait le plus souvent dans ses accompagnements, c'était la croyance et la relation autour de l'argent. On a parlé de son business model, pourquoi il décide d'accompagner seulement en individuel ses clients. On a parlé de plein de choses, notamment aussi de sa relation à l'abandon ou à la difficulté, aux échecs. C'était vraiment très intéressant d'avoir son retour sur tous ces sujets-là. J'espère que l'épisode va vous plaire, comme d'habitude. Faites-nous un petit retour sur les réseaux sociaux, sur son Instagram ou sur le mien. Ça sera avec plaisir de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Je vous laisse avec mon interview avec Mehmet. Hello Mehmet. Salut Fanny. Comment vas-tu aujourd'hui ? Écoute, très bien, très heureux d'être là, merci pour l'invitation. Eh ben écoute, c'est moi qui suis heureuse de t'accueillir sur le podcast Révèle ton potentiel. Merci d'avoir répondu à la positive pour cette invitation. La première question que j'ai envie de te poser pour que nos auditeurs te découvrent, est-ce que tu peux te pitcher, parce que tu sais, moi je suis experte dans le pitch et la prise de parole en public. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes ? Qui es-tu et que fais-tu ? Alors, Mehmet, donc coach en performance, j'accompagne surtout les entrepreneurs dans leur phase de croissance ou leur démarrage pour structurer leur entreprise, mais d'abord se structurer eux-mêmes et structurer leur mindset. Et pour la petite histoire, j'ai plus de 20 ans de management derrière moi, j'ai été cadre dirigeant dans de très grosses entreprises du CAC 40 et aujourd'hui, j'accompagne avec toutes ces compétences que j'ai acquises les entrepreneurs, surtout du web, les web entrepreneurs, les infopreneurs plus spécifiquement, à développer leur business. Très clair. Ah oui, c'est bon et je pense que tu as bien respecté le timing de l'élévateur pitch, donc c'est parfait, moi en tout cas ça me va. Super, donc on va revenir sur ton parcours, comment t'en es arrivé là et aussi ce que tu es en train de nous partager, que tu as travaillé dans des grosses boîtes et tout. Alors j'ai des petites questions pour apprendre aussi à se connaître un peu plus, c'est des questions un peu flash comme ça, mais tu peux y répondre de la manière dont tu souhaites. La toute première question, c'est si je te donnais 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnel là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu ferais avec ? 10 millions, ça se réfléchit, mais je ferais beaucoup d'investissements, je pense, immobiliers pour assurer en fait un revenu fixe tous les mois que je redistribuerais sur des projets auxquels je crois, que ce soit dans des startups, dans de l'humanitaire, dans
des choses qui me tiennent à cœur et surtout avec des gens passionnants. Parce qu'en fait, quand tu fais des projets, le plus important, c'est les gens que tu rencontres. Et il y a plein de gens et d'entrepreneurs auxquels je crois autour de moi et que je trouve extraordinairement inspirants. Et j'adorerais faire des choses avec eux. Donc, investissement plutôt business, start-up, Ouais, projet, ouais, plutôt projet. qu'IMO, bourse, crypto. Est-ce que tu es un peu dans ça toi aussi ou pas? Ouais, ouais, bah, par la force des choses, tu sais, quand tu commences à gagner de l'argent, il y a un moment où on se pose forcément la question de savoir comment le réinvestir et intelligemment. Et c'est vrai que tous les entrepreneurs que j'accompagne aujourd'hui, ils ont tous, tu sais, fait fortune avec l'immobilier. Et c'est l'immobilier qui reste quand même l'une des sources les plus Oui. faciles d'acquisition en termes de richesse. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose de durable et de stable, bien qu'aujourd'hui ce soit un peu compliqué. Mais sur le long terme, c'est quelque chose qui rapporte. Et évidemment, bah, la bourse, enfin voilà, Warren Buffett aujourd'hui, s'il est devenu ce qu'il est, c'est justement parce qu'il avait des super stratégies d'investissement et long terme. Parce qu'un jour, on a demandé en fait à Warren Buffett, c'était quoi le secret justement de sa richesse. Il a simplement répondu la patience, parce que personne n'a la patience de devenir riche lentement. Et aujourd'hui, je pense que c'est une vertu dans un monde où tout s'accélère, d'avoir cette patience et de prendre son temps justement pour créer tout type de richesse. On ne parle pas que d'argent, mais en l'occurrence, un peu à la Warren Buffett, parfois le meilleur moyen d'accélérer, bah, c'est de ralentir. Ok, et c'est quelque chose que tu fais aussi avec des entrepreneurs que tu accompagnes, c'est-à-dire leur dire aussi de ralentir, de faire les choses plus Et en c'est souvent, s'écoutant. ouais, et c'est souvent, tu sais, sur l'aspect justement personnel ou en phase d'accélération, les entrepreneurs ont souvent la croyance qu'il faut en faire plus, beaucoup plus travailler, beaucoup plus être investi, etc. Alors que arriver à un certain stade de croissance, la bonne question c'est qui je mets à ma place pour pouvoir le faire et Ouais. qui serait la bonne personne pour pouvoir faire les choses. J'ai structuré des très grosses entreprises et quand je regarde en fait certains comment dire, patrons, certains CEO de boîtes, ils ont en fait le comportement, tu sais, quand la croissance est là, inverse de je dois déléguer, ils délèguent pas, ils veulent garder le contrôle parce qu'ils ont pris l'habitude de ça. Et en fait, c'est contre-productif pour la boîte puisque les compétences qu'ils ont, oui, ils en ont à peu près sur tous les niveaux de leur boîte, mais à un moment, quand le chiffre d'affaires est là et le nombre de clients est là, bah, ça devient contre-productif parce que des personnes plus calées que le CEO peuvent prendre la relève. Et le boulot du CEO, c'est justement de réfléchir à trouver cette personne-là pour que justement lui puisse se dégager et revenir dans sa zone de génie qui a été de fonder l'entreprise et de créer la boîte qu'il a créée, quoi. Ok, super intéressant. Je pense qu'on va approfondir sur ça et on va parler plus de ça. Très très belle vision. En tout cas, j'ai hâte d'en savoir plus sur ça. Mais j'ai encore une question à te poser. Dis-moi. Est-ce que tu as eu des mentors ou des personnes qui t'ont inspiré au début quand tu t'es lancé peut-être, ou quand je sais pas, ou quand tu as eu besoin à un moment donné, toi aussi, d'être inspiré pour oser faire quelque chose et passer à l'action? Est-ce que tu as des gens comme ça? Alors, tu nous parles de Warren Buffett, donc je pense que ça fait sens aussi. Mais est-ce qu'il y a Ouais. eu d'autres personnes qui t'inspirent? Alors déjà dans l'ordre, je peux t'en citer trois, et il y en a un que tu connais déjà puisque tu l'as déjà reçu ici. Le premier en fait c'est Tony Robbins parce que quand j'ai commencé, J'ai pas reçu Tony Robbins encore. alors pas lui, J'aimerais bien. mais j'en ai trois en fait que je vais te présenter. Et le Ok. premier c'est Tony Robbins parce que quand j'ai quitté le salariat en 2016, pour la petite histoire en fait, quand j'ai quitté le salariat en fait sur avec pertes et fracas parce que j'ai eu un accident personnel. J'avais un rythme de vie, si tu veux, tellement élevé que j'avais arrêté de prendre soin de moi et mon corps a lâché. J'ai fait une hémorragie interne en 2016 et j'ai quitté mon corps à quatre reprises en fait entre chez moi et l'hôpital et les soins intensifs. Et en fait, après cette expérience, j'ai été licencié dans la foulée pour justement me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc l'idée, c'est que quand j'arrive et que je dois créer ma boîte aujourd'hui, euh, j'ai j'ai plein de croyances limitantes en moi, j'ai plein de peurs, j'ai plein de doutes, des blocages, plein de choses.
et j'arrive pas à trouver d'issue en fait. Et un de mes amis me dit mais tiens, lis le livre, tu vois, il y a Tony Robbins là, il fait des bons trucs, lis le livre Pouvoir illimité. Et en fait, tout commence de là parce que j'ai été formé aux outils du coaching à la Tony Robbins pendant des années, tu sais, parce que j'ai travaillé dans des entreprises américaines où on utilisait les méthodes de Tony Robbins. Mais en fait, j'avais jamais approfondi le sujet en allant voir ce qu'il faisait, etc., etc. Donc j'ai lu le livre et là, ça m'a vraiment. Il y a eu un avant et un après, et c'est là où j'ai découvert la PNL, où justement je me suis dit mais c'est cet outil qui fait sens pour moi, et du coup j'ai tout changé en fait en termes de croyances, de peur, de doute. J'ai tout reprogrammé en moi et j'ai créé la boîte, et depuis aujourd'hui, elle n'arrête pas de grandir et de continuer à s'épanouir. Et du coup, l'épanouissement se faisant, le chemin que j'ai fait en fait jusqu'à aujourd'hui, puisque 2016, ça fait 7 ans que je suis sur le marché maintenant. Et entre-temps, j'ai rencontré la deuxième personne que tu connais, qui s'appelle Jérémy Coleman. Et en fait, lui, ça a été un mentor business. Et paradoxalement, tu sais, j'ai passé plus de 20 ans dans des entreprises du CAC 40 à diriger des personnes, à diriger des gens en fait sur des très gros volumes de chiffre d'affaires, des dizaines de millions par an, etc. Mais quand il s'agit de sa propre entreprise et tu vois, d'arriver à vendre ses services, là en fait il y a syndrome de l'imposteur, légitimité, la peur du regard des autres et tout qui s'enchaîne. Et en fait à cette période-là, j'avais pas du tout de stratégie. Et les 2 premières années de mon entreprise, j'ai effectivement fait 0 en chiffre d'affaires parce que j'étais encore au Pôle emploi aussi en parallèle. Et en fait, cette période-là était vraiment déterminante parce que je suis tombé sur Jérémy, qui a été vraiment excellent et très très bon en fait dans ma structuration business et marketing. Et le troisième, et là on va plus parler mindset, lui il m'accompagne déjà depuis beaucoup plus longtemps que ça. Maintenant il a complètement changé en fait au niveau de ses réseaux, il est en train de changer aussi de positionnement. C'est By Steve, et lui en fait c'est une des figures emblématiques du dev perso d'il y a quelques années, parce que là aujourd'hui il est complètement dans une autre approche, on va dire, du dev perso. Et puis il m'a beaucoup apporté en fait en termes de vision et surtout en termes de solidité d'action dans le mindset et la manière d'agir en fait dans mon comment dire, dans ma manière d'amener le coaching, je vais dire ça comme ça. Et du coup, en parallèle, moi, j'ai continué à me former. Et tu sais, j'ai une école de PNL à Paris dans laquelle je me suis formé au fur et à mesure de tout ça, quoi. Trop bien. Tu sais quoi? J'ai une anecdote avec By Steve. C'est trop incroyable que tu le cites. Je l'ai rencontré, je suis tombée sur lui dans un restaurant à Dubaï il y a 1 an et demi. Et je le vois, et tu sais, il y avait ce truc de j'ose pas aller le voir. Et en fait, j'ai dit, bon, vas-y, on y va direct. Et c'est marrant, il m'a dit, si t'avais une seule question à me poser, ça serait laquelle? Et parce que bon, tu vois, il était dans un cadre intime, donc forcément, j'allais pas non plus le déranger. Et je lui ai dit, je crois que je lui ai posé une question du genre, comment faire pour ne pas avoir peur de l'échec? Tu vois, un truc comme ça, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Et il m'a retourné le truc en me demandant, je pense que la peur numéro 1 que tu as, c'est plutôt la peur de réussir. Et il m'a laissé sur ça et il s'est barré. J'étais là, ah ouais, ok, pas mal. Et c'était une très belle rencontre. Et Jérémy, ouais, c'est l'épisode 118 qui est sorti du coup en décembre 2023. Puisque aujourd'hui, on enregistre cet épisode, on est encore en 2023, mais cet épisode avec toi va sortir en 2024. Du coup, justement, j'ai envie de te poser cette question, Mehmet. Quels sont tes objectifs ou quelle est ta vision des choses pour cette nouvelle année? Comment t'organises tes débuts d'année, toi? Est-ce que tu fais un point sur l'année passée? Est-ce que tu fais des objectifs, de la vision? Ou est-ce que t'es pas forcément dans ce truc-là et tu continues un peu ta route comme ça? Ou est-ce que t'es très focus début d'année? Alors, pour tout ce qui est objectif et travail des objectifs, je le fais jamais en décembre et janvier. Jamais. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que décembre et janvier, en fait, c'est les 2 périodes de l'année où énergétiquement, on est le plus bas, on est tous au bout du rouleau. C'est ouf, ouais. Moi, je recommande à tous mes clients et à tous ceux qui me connaissent, je fais tous mes objectifs juillet et août. Pourquoi? Parce que c'est la période où j'ai le plus d'énergie, où je me sens le plus aligné, chargé à bloc, il y a le soleil, voilà. Et l'été en fait l'énergie est beaucoup plus haute.
Et donc, janvier, décembre, fin décembre, c'est beaucoup plus familial. Là, on va se retrouver avec les enfants, on va passer une semaine, on va sûrement aller faire du ski, des trucs comme ça, tu vois, on va passer du temps en famille. C'est vraiment un temps privilégié où on peut reconnecter avec la famille, faire des choses ensemble, etc. Et après, tout au long de l'année, moi, si tu veux, j'ai des objectifs. Je travaille souvent en plan de 90 jours. Donc, j'ai des objectifs en fait sur 90 jours qui me permettent d'avoir une visibilité toujours de ce que je dois faire ou j'ai envie de faire. Et parfois aussi, je m'accorde le droit de ne pas faire du tout ce qui est dans le plan et de faire ce qui est bon pour moi. Et souvent, on est tellement focus à vouloir se rigidifier les objectifs, dire oui, il faut absolument faire ci, faire ça. Il y a des moments où en fait j'écoute mon intuition et des fois ça paye et des fois pas, mais c'est ok parce que j'ai pris l'habitude de plus m'écouter qu'avant. Parce qu'avant, je posais des objectifs à tue-tête, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, et j'ai vu que c'était pas mon rythme, mon mode opératoire intérieur, quoi, en fait. Et chaque personne, si tu veux, a un mode opératoire à lui, propre à lui, et le mien, en fait, il est plutôt en lastminute.com, genre, je pense à un truc, je le fais, même si c'est fait un peu à l'arrache, mais je sais que quand c'est fait, c'est bien fait, et derrière, ça donne des résultats. Tu vois, j'ai fait un lancement la semaine dernière sur une nouvelle formation. La formation, tu vois, j'ai mis beaucoup de temps à la mettre en boîte, mais je me suis dit, je vais pas attendre 2024 pour la lancer. Je l'ai lancée, et puis ça a donné de super résultats. Donc, l'idée, si tu veux, c'est être plus à l'écoute de soi et sortir des dogmes du dev perso où on vous dit oui, fixez vos objectifs. Les grands gourous du dev perso, ils adorent ça, tu vois. Oui, levez-vous à 4 heures du matin. Enfin, le corps humain est pas fait comme ça, tu sais, après beaucoup d'années de recherche et de lecture, de neurosciences, etc. Je me rends compte que chaque être humain est fait différemment et que on doit respecter en fait cette écologie interne. Et décembre et janvier, c'est le pire moment de l'année pour mettre au clair vos objectifs, vraiment. Ah ouais. Oui, après, tu sais, c'est un peu ce truc de qu'est-ce que je veux réaliser en 2024, qu'est-ce que j'ai envie de cocher. Tu vois, moi, typiquement, c'est je veux accompagner 100 femmes entrepreneurs en 2024. Donc, c'est plus dans ce truc-là que finalement, parce qu'en fait, en soi, finalement, c'est un peu les années scolaires aussi qui comptent. Hein. Moi, je travaille vraiment de septembre à juin, donc c'est là où j'ai le plus gros de mon activité. Donc, en fait, au mois d'août, je refais mes objectifs pour l'année qui arrive. Donc, ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est vrai que c'est un peu ce truc-là de, bon, qu'est-ce que j'ai envie de cocher en 2024, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, même personnellement, quels sont les voyages que j'ai envie de faire, etc. Mais c'est très intéressant d'avoir ta vision des choses et en effet, je pense qu'on est tous, on était tous un peu down là. Dans décembre-janvier, c'est un peu la pire période pour tout le monde, tout le monde qui tombe malade et tout. Et dis-moi du coup, si je veux revenir sur ton parcours, donc tu m'as parlé tout à l'heure, tu m'as dit en 2016, tu as eu cette espèce d'accident, maladie qui est tombée sur toi. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic après de te dire, en fait, là, stop, j'arrête, je veux pas travailler dans des grands groupes, enfin, j'arrête ce que je faisais avant. Et qu'est-ce qui a eu le déclic de l'entrepreneuriat? Parce que tu aurais pu faire tout autre chose que juste devenir entrepreneur, tu vois, aussi. Si tu veux, le truc, c'est qu'on est en France. Pourquoi je dis ça? C'est que quand tu as une carrière comme la mienne, où j'ai fait, je sais pas moi, 20 ans de management, si j'écrivais sur mon CV je veux devenir chocolatier, je peux pas. C'est pas possible. Parce qu'en France, on met les gens dans des cases et qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Donc, moi, j'ai pris en fait le parti de regarder plutôt ce qu'il y a en moi. Et ce qu'il y a en moi, c'est la proximité que j'ai avec les humains que j'ai accompagnés. Et en fait, dans toutes les entreprises dans lesquelles on m'a engagé, on m'a surtout engagé pour créer de la performance. Donc en fait, créer de la performance quand on a des équipes, c'est améliorer en fait le mindset de toutes les personnes qui sont dans l'équipe pour qu'elles donnent la performance à l'entreprise. Et en fait, ça, on l'oublie assez régulièrement, c'est que une entreprise n'est performante qu'à partir du moment où les humains qui la composent se sentent engagés dans le projet, se sentent investis de quelque chose. Et en fait, j'ai remarqué que moi, sur tout mon parcours, le fil conducteur, ça a été le management et justement le coaching par la performance des gens. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai commencé, j'étais dans la grande distribution. Je vais pas citer les noms de marques, mais grosso modo, j'ai fait de la grande distribution, j'ai fait du prêt-à-porter, j'ai fait du BTP
Et c'est 3 secteurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais vraiment, le seul fil conducteur là-dedans, c'était justement le management et tout l'aspect accompagnement et coaching des personnes que j'ai eues dans mes équipes. Et en fait, c'est ça que j'ai gardé. Et le déclic, c'était après l'accident où je me suis rendu compte que si je retournais dans le salariat, le rythme de travail que j'avais, je voyais plus mes enfants, j'ai 2 enfants, je les voyais le matin à 6 heures quand je partais au travail, et le soir, quand je revenais, ils étaient encore au lit. Je les embrassais quand ils allaient au lit. Donc, je me suis dit, c'est soit je re-signe dans le salariat et je continue comme ça, et là, au risque, encore une fois, de flinguer ma santé, l'hémorragie interne, pour la petite histoire, j'ai passé 3 à 4 ans, j'ai procrastiné, en fait, le nettoyage, parce que ça se nettoie, tu sais, il y a une espèce de truc dans le tube digestif. Il nettoie, en fait, c'est un espèce de microbe, une bactérie qu'on a quand on fait un ulcère. Et l'ulcère, il fallait le nettoyer, en fait. Mais à cause du rythme de travail, j'ai jamais pris rendez-vous pour le faire nettoyer. Et au final, l'ulcère a mangé une partie de mon estomac et c'est là que je me suis retrouvé aux urgences. Et en fait, quand tu es dans le salariat et que tu as la tête sous l'eau, dans des métiers comme cela, c'est compliqué, si tu veux, de pouvoir avoir une qualité de vie et surtout du temps pour ce qu'on aime. Donc, j'avais pas envie de vivre avec des regrets toute ma vie. Et quand je me suis lancé, heureusement, j'ai une femme, on est mariés depuis 20 ans, j'ai une femme hyper smart. Elle a tout de suite compris, en fait, où était aussi ma zone de génie. Elle m'a dit, écoute, fais ça. Et puis, même si on va galérer un temps, c'est pas grave, le temps que tu montes la boîte. Et ça a été le bon choix, parce qu'aujourd'hui, 7 ans après, tu vois, je suis encore là et la boîte continue de prospérer. Donc, c'est très cool. Mais le déclic, il est surtout sur, si j'y retourne, je retourne dans le salariat, je risque encore de mourir. Pour faire un raccourci dans ma tête, c'était un peu ça, quoi. Ah ouais, donc c'était hyper fort, hyper puissant. Et c'est super d'avoir du soutien aussi comme ça. T'aurais pu avoir une femme qui a peur aussi de se dire non, enfin là je le sens pas, mais c'est top. Mais qu'est-ce qui a fait que alors c'était parce que tu voulais avoir une continuité sur ce que tu faisais avec le management, ou qu'est-ce qui a fait au début? Est-ce que tu t'es cherché, est-ce que tu as un peu cherché ton ikigai ou ton pourquoi ou ta mission de vie? Est-ce que tu étais un peu perdu au début et tu te disais mais franchement je sais pas sur quoi je vais me lancer? Alors, au début, effectivement, tu sais, j'avais beaucoup de croyances limitantes sur moi et le coach en performance que je suis aujourd'hui, c'est pas arrivé tout de suite. J'ai été, tu sais, à tour de rôle, en fait, si tu veux, le libellé que tu vois sur les réseaux sociaux, j'ai dû le changer au moins 10 000 fois. Et Ouais, franchement, même encore on a tous aujourd'hui, fait ça, ouais. voilà, même encore aujourd'hui, je me dis, est-ce que c'est le bon libellé? Est-ce que les gens comprennent, etc. Enfin, je le change quand j'ai envie, quand je me dis, il y a un truc j'ai des feedbacks de mes clients et c'est eux qui me disent au fur et à mesure, tiens, tu devrais mettre ça, tu devrais mettre ça. Yes. J'ai arrêté de faire des frictions là-dessus, mais c'est vrai que pour l'expliquer aux gens, en fait, c'est toujours un peu compliqué, quoi. Et du coup, l'ikigai, il n'est pas arrivé tout de suite parce qu'au départ, il a fallu que je m'occupe de moi. J'avais énormément de croyances sur moi, mes capacités, ma capacité surtout à créer une boîte, etc. Mais par contre, par-dessus tout, il y a une valeur qui a poussé ça au maximum, c'était la valeur liberté. Et en fait, à partir du moment où je suis sorti du salariat, j'avais toutes mes journées pour moi. Donc, je commençais à emmener mes enfants à l'école, je passais du temps avec eux, je leur Mais faisais le ouais, petit-déj. Putain, mais ça a l'air de rien, c'est des petits trucs, mais mais ouais. ça fait une putain de différence dans la vie de tous les jours, c'est incroyable. Et j'ai goûté à ça justement pendant la première année, et là je me suis dit, c'est bien ça que je vais faire. Et surtout, bah, je vais utiliser ma zone de génie qui est d'accompagner les gens, et accompagner par contre sur des choses que moi je connais déjà. Donc ça veut dire, tu sais, je travaille souvent sur 3 aspects quand j'accompagne les gens. C'est d'abord reprogrammer les croyances, comme je l'ai fait, c'est-à-dire que je suis parti de mes propres douleurs, j'ai reprogrammé toutes les croyances limitantes que j'avais. Je vais te donner quelques exemples pour que tu comprennes. J'avais par exemple la croyance que j'ai pas suffisamment confiance en moi pour faire des choses extraordinaires. Donc première chose que j'ai fait, je suis allé challenger en fait ma peur du vide. Donc un de mes potes, il m'a dit, bah ça tombe bien, je fais un séminaire, viens coacher les gens et je te fais sauter du haut d'une grue de 40 mètres, un truc à 13 étages, et je te fais sauter de là-haut et comme ça t'en finis avec cette peur. Bah allez, go. Et j'ai fait ça en fait, et j'ai sauté en fait depuis cette grue. Et depuis, si tu veux, Waouh. chaque fois que j'ai une peur comme ça, une croyance qui revient, je la prends et je la challenge. Et donc ça a été la peur justement de la hauteur, la peur des serpents. Je suis allé toucher un serpent dans un cirque.
la peur tu sais, on appelle ça la thalassophobie, la peur justement des profondeurs de l'eau. Quand tu vas dans l'eau et que tu vois pas tes pieds, tu sais, et ben j'étais en peur panique totale. Bah, qu'est-ce que j'ai fait en septembre dernier, là, le 24 septembre, je suis parti justement avec Steve. On a fait la traversée de la ville de Dakar à l'île emblématique de Gorée, l'île des esclaves, 4,5 km dans l'océan Atlantique, entre les requins, les méduses et l'eau polluée. Enfin voilà. Et à chaque fois qu'il y a un défi comme ça, en fait, je prends mes croyances limitantes et je les retransforme en croyances aidantes. Et aujourd'hui, à chaque fois que j'ai un truc comme ça, je retravaille dessus. Et donc l'idée, c'est que on travaille les croyances, on travaille la connaissance de soi pour mieux se connaître, d'abord soi-même pour pouvoir mieux communiquer avec les autres. Et c'est ça qui permet justement d'amener de la performance justement dans l'entreprise, parce que si tu te connais toi, tu sauras construire une équipe autour de toi. Alors que souvent, les entrepreneurs, et ça c'est une erreur qui est fréquente dans les entreprises, vont commencer à structurer par un organigramme en disant bon, alors j'ai besoin de telle compétence, mais à aucun moment en fait tout le monde s'intéresse au savoir-faire, donc à la compétence, plutôt que de s'intéresser d'abord au savoir-être. Et le savoir-être, bah, il commence par soi, par les valeurs qui nous animent, par notre vision, par tout un tas de choses en fait qui sont en lien directement avec ce qu'on veut apporter à notre entreprise. Et donc à partir de là, troisième étape, on va regarder surtout le focus, c'est-à-dire où est-ce qu'on a envie d'emmener tout ça et la bonne manière, le bon plan d'action pour pouvoir y arriver. Et souvent, tu sais, c'est ces trois points-là qui créent les grandes entreprises performantes, innovantes, qui amènent de gros résultats. Mais dans l'infoprenariat, en tout cas, les personnes que j'accompagne, il y a souvent des loupés sur ces sujets-là, quoi. Waouh. Et est-ce que tu as déjà eu envie de renoncer, genre, tu vois, sur tous ces défis que tu te mets, qui sont quand même des défis, enfin, je sais très bien que les gens qui ont peur des serpents, alors moi c'est pas forcément trop mon cas, enfin j'irais peut-être pas jusqu'à en toucher, mais bon voilà. Mais genre c'est vraiment, tu sais, c'est tellement une phobie que, est-ce que parfois la montagne te paraissait tellement haute à gravir que tu aurais pu abandonner ou renoncer, ou tu t'es toujours dépassé, parce que ça c'est la chose la plus difficile entre guillemets. Parce que tu aurais pu dire, bah non, je vais pas aller toucher ce serpent, non, je vais pas aller traverser, et non, je vais pas sauter à la grue. Alors très honnêtement, la grue, je m'y suis pris à 2 reprises. Ils m'ont monté une fois et je suis redescendu parce que j'ai pas sauté du premier coup, j'ai sauté du deuxième coup. Et en fait, quand t'es sur la grue, ce qui est drôle, c'est que ça monte et tu vois le sol s'éloigner de toi. Donc psychologiquement, c'est hyper challengeant. Et en fait, quand je suis arrivé en haut, le mec m'a dit si t'attends plus de 3 minutes, ton cerveau il bloque et tu pourras plus sauter. Et en fait, à la deuxième, j'ai attendu 7 minutes et j'ai sauté au bout de 7 minutes. Moi, je suis un peu lent à la détente, donc. Mais pour répondre à ta question sur ce genre de, comment dire, l'entrepreneuriat en lui-même est un défi quotidien. Ouais. Et tous les mois, je me dis, est-ce que je continue ou j'arrête? Mais vraiment. Pourquoi? Ouais. Parce que on est en France et quand tu as une entreprise, bah, plus tu fais de la richesse, plus tu crées de la richesse et plus tu prends de l'argent en fait, plus tu fais du chiffre d'affaires et plus l'État te prend de l'argent aussi. Donc il y a des fois où je me dis mais est-ce que c'est raisonnable de continuer comme ça? Et en fait, cette question, elle n'est pas en lien juste avec les impôts. Elle est en lien en fait avec les efforts que ça demande d'être entrepreneur et les risques qu'on prend. On est quand même comment dire, la partie, je dirais, au niveau professionnel, au niveau travail, on fait partie du segment qui crée le plus de richesse et d'innovation. Et ça, pour le coup, ben, dans tout ce qu'on fait, chaque fois qu'on innove ou qu'on prend le risque de créer un nouveau programme, un nouveau service, peu importe, on crée effectivement de la richesse, mais on prend d'énormes risques pour le faire. Et on le sait très bien, les entrepreneurs et le monde entrepreneurial, c'est des montagnes russes chaque mois. Il y a des mois, tu vas être le roi du pétrole, ça va être génial, ça va être waouh, et le mois d'après, ça va retomber. Et en fait, chaque entreprise, qu'elle soit petite ou grande, pareil, tu sais, chez les entreprises corporate, bah, il y a des mois où c'est bien et il y a des mois où c'est moins bien. Mais quand tu vis tout ça et que tu es à l'échelle entrepreneuriale et que parfois tu es en solo, comme moi je le suis aujourd'hui, bah forcément, il y a des fois, je me dis, mais est-ce que c'est raisonnable de continuer? Mais derrière, la question qui arrive tout de suite après, c'est est-ce que tu dois retourner dans le salariat? Non. Sûrement pas. Et Et ça, ouais. pour le coup, c'est vraiment une source de motivation énorme. Et des fois, oui,
Des fois, j'ai peur. Des fois, j'ai envie de tout plaquer. Des fois, je me dis, vas-y, on se casse d'ici. On va sur une île déserte, au soleil. Et quoi qu'il arrive, j'aime la France. Je suis français et je veux rester ici. Donc, j'arrive pas à me défaire de la France, quoi. Tu vois, on peut critiquer. Beaucoup de gens critiquent, parlent et tout, disent oui, la France ci, la France ça. Mais franchement, on est quand même bien ici, quoi. Ouais, je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord et je te rejoins. Et bah en fait, tu as cette capacité à aussi te dire j'ai pas créé tout ça pour rien et aussi à te reconnecter à ton pourquoi, à ton why, à cette valeur de liberté que tu n'auras plus si tu fais d'autres choix. Ouais. Mais en effet, c'est des choses honnêtes que tu nous partages, que tous les entrepreneurs peuvent partager. Et du coup, tu dis que tu travailles encore tout seul. Est-ce que est-ce que tu t'entoures quand même de freelance, de gens avec qui tu bosses? Ouais. Est-ce que tu as Ouais. pensé et c'est quoi justement ta vision de ça? Est-ce que tu penses que c'est dur parfois aussi de faire confiance à d'autres personnes qui rentrent dans notre équipe, qui comprennent pas Ouais. forcément notre vision, notre why? Alors ça, tu vois, c'est paradoxal. J'accompagne aujourd'hui les gens à créer de la performance en structurant leur équipe, donc en faisant du recrutement, alors que moi, j'ai pris le parti de ne recruter personne et de rester solo. Je m'explique sur ce choix. L'idée, c'est que pendant plus de 20 ans, j'ai accompagné des structures de 0 à 100 personnes et j'ai géré vraiment des gros paquebots avec beaucoup de monde dedans. Enfin voilà, tout ça, je connais et j'ai plus envie d'y retourner. C'est Hmm. aussi simple que ça. Et si aujourd'hui l'entreprise que j'ai, MGR Formation, aujourd'hui devait décoller, même si aujourd'hui l'entreprise commençait à prendre de l'essor, je mettrais un CEO à ma place et je le ferais bosser lui pour qu'il structure, qu'il fasse grandir le truc, mais je le ferais pas moi, je pense. Là aujourd'hui, ma vision en tant que solopreneur, elle est sur un business qui doit être à échelle humaine, à taille humaine. Et ce business-là aujourd'hui me correspond mieux simplement parce que c'est ma vision et que j'ai déjà vécu ce grand boom d'avoir de grosses équipes, gros chiffres d'affaires, etc. Hmm. Et là, aujourd'hui, un business à taille humaine me convient parfaitement. Et si je devais recruter, ce serait vraiment une, deux, trois personnes. Et encore, tu vois, en mode freelance, l'idée, c'est que faire du salariat dans l'entrepreneuriat, en France, c'est au niveau des charges, on le sait, c'est très compliqué. Mais c'est pas impossible, ça peut se faire. Et ceux qui ont envie de le faire, je les encourage à le faire. Mais moi aujourd'hui dans ma vision, c'est vraiment petite entreprise à taille humaine et c'est très bien comme ça et ça me suffit pour le moment parce que j'ai de grosses ambitions sur investir à côté et pour ça je vais continuer à créer de la valeur mais à taille humaine quoi. Voilà. Ouais. Et du coup, ouais, j'en viens à cette question de c'est quoi ton business model du coup? Est-ce que tu fais que du coaching one-one? Explique-nous un peu comment tu travailles. Est-ce que tu as des formations en ligne, de l'evergreen? Quelle est ta vision aussi des choses par rapport à ça? Parce que c'est toujours intéressant. Il y en a qui sont pro collectif, il y en a qui adorent le one-one, il y en a qui adorent l'evergreen. Enfin, qu'est-ce que tu penses toi? Alors, moi, je suis coach de métier, d'accord? Je fais pas, tu sais, Ouais. je me suis pas levé un matin en mode, tiens, si je devenais coach, parce que j'en vois beaucoup comme ça sur le marché. Mm. Je suis coach de métier depuis plus de 20 ans et tu sais, j'ai passé les fameux diplômes, là, Mm. RNCP, diplôme de l'État, etc. Donc, si tu veux, c'est mon métier et j'exerce en tant que coach professionnel aujourd'hui. Et l'idée, c'est que ma force, elle est dans le one-one. Moi, quand j'accompagne les dirigeants, je les accompagne tous en one-one. J'ai qu'un seul programme, et ce programme, c'est un accompagnement en one-one. Par contre, je viens de lancer en fait deux autres types d'accompagnement. Il y en a un, c'est pour les entrepreneurs, on va dire, qui sont juniors et qui commencent leur parcours entrepreneurial. Et là, il y a un programme de groupe. Et ce programme, il est plus là, si tu veux, pour les propulser à enlever leurs croyances limitantes et à passer le premier palier de 0 à 10K, on va dire, par mois, par exemple. Et l'idée, c'est que je me suis interrogé plus pas par rapport à moi, en fait, sur le besoin que j'ai. Moi, mon besoin et ma zone de génie, elle est dans le one-one. Mais je me suis plus dit comment je fais de cette zone de génie pour la mettre au service du plus grand nombre. Et c'est plus ça qui m'a interrogé et qui m'interroge encore aujourd'hui. Et donc, j'en suis arrivé à autre chose par le biais justement aussi de Jérémy, en travaillant avec lui. On a co-construit une formation l'année dernière qui s'appelle Coach Performant et qui est une formation justement sur comment en fait bien équiper les coachs d'aujourd'hui
et même pas que les coachs, des thérapeutes, des consultants, pour qu'ils aient des outils vraiment de coaching, et ceux que j'utilise moi depuis plus de 20 ans, pour qu'ils puissent, eux, s'en servir à différentes échelles dans leur business. Ouais. Et cette formation, c'est le lancement que j'ai fait la semaine dernière, qui est justement un hybride, parce que c'est formation en ligne et accompagnement one-one à côté. Et en fait, cette formule-là, j'y crois énormément, parce que c'est une formule qui peut aider beaucoup, beaucoup de gens, que ce soit chez les coachs, les thérapeutes ou les consultants. Et il y a un vrai intérêt, si tu veux, sur avoir les bons outils, parce que même quand on est consultant ou thérapeute, on a chacun une zone de génie dans laquelle on va exceller, mais parfois on a besoin de certains outils pour pouvoir aller un peu plus loin, débloquer nos clients, et c'est exactement la formule que j'ai amenée, et Jérémy a implémenté dans cette formation une partie marketing et vente, parce que c'est vraiment un vrai mentor là-dessus. Et cette formation, tu vois, elle est hybride, et c'est elle qui vient compléter en fait mon panel de services. J'ai que 3 services depuis 7 ans. Imagine. Depuis 7 ans, je n'ai pas d'autres produits, pas d'autres services, alors que je vois plein de gens sortir des webinaires, des trucs en evergreen et tout. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais c'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt en mode encore artisan, mais petit à petit, j'arrive lentement mais sûrement à mon rythme à tout ce qui est justement automatisation, notamment sur coach performance, sur la formation. Je pense que l'année 2024, je vais pousser cette formation et la pousser en publicité en evergreen, ou pourquoi pas faire un webinaire dessus. Ouais, ok, mais voilà, en fait, c'est parce que tout va tellement vite qu'on croit qu'il faut, tu Ouais, vois, voilà. se pallier à ça, C'est ça. alors qu'en fait, si toi, tu es heureux avec le business model que tu as et qui te suffit encore et que tu l'as pas remis en question, franchement, il n'y a pas de quoi changer, en fait. Mais du coup, c'est vrai que le fait de prendre que du one-one, ça te limite dans le temps que tu as et que tu accompagnes. Ouais, Donc, je c'est suppose ça. que forcément, tes tarifs peuvent aussi suivre. Tu peux pas prendre non plus trop de personnes à la fois, C'est ça. je pense. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que les tarifs sont chers par rapport aux autres coachs du marché. Et je l'assume parce que j'apporte une expertise de plus de 20 ans qui permet aux gens, et c'était ça un Ouais. peu le paradoxe. Un de mes clients a rigolé un jour, il m'a dit, mais t'accompagnes des millionnaires, mais tu l'es pas toi-même. Je dis, bah ouais, ça viendra peut-être un jour, mais l'idée c'est que des outils, enfin, moi je suis, tu sais, je suis plutôt comme Bruce Lee, à me dire, Bruce Lee avait dit un jour, j'ai plus peur d'un homme qui a fait 1000 fois un coup qu'un homme qui a fait 1000 coups une fois. Ouais. Et j'avais qu'un seul programme dès le départ, et ce programme, en fait, j'ai juste fait ce qui marchait dans mon business. Et Bah oui, ouais. il y a un petit côté artisan, oui, je suis limité dans le temps, mais petit à petit, j'arrive à trouver justement des moyens de le diffuser mieux. Et Coach Performant en est un exemple, parce que cette formation, je suis sûr elle va aider énormément de gens. Donc, je vais me concentrer sur cette partie automatisation justement en 2024. Oui. Mais par rapport à ce que la personne t'a dit, c'est là où il y a eu ce gros débat à un moment dans le coaching et dans le mentorat. Est-ce qu'il faut avoir vécu? Est-ce qu'il faut être passé par là pour pouvoir accompagner? Et moi, je suis pas du tout d'accord, parce que quand t'es coach, moi, j'ai jamais fumé et je peux très bien aider quelqu'un à arrêter de fumer, parce que c'est le processus de coaching et de PNL qui nous aide à pousser. Donc, je crois pertinemment que je peux aider quelqu'un à être multimillionnaire et moi ne pas l'être aussi, et moi-même me faire Ouais, accompagner. Et tout à fait. aussi, c'est pas parce que tu es avec ce business model-là que tu ne peux pas atteindre certains paliers, parce que Ouais, bien sûr. arrivé à certains moments, voilà, tu vois, on a tous vu des coachs qui peuvent facturer des 40 000, 50 000 euros l'année d'accompagnement, et ils ont parfois aussi que ce business model. Donc en fait, je pense qu'en soi, tout est possible, et faire ce qui est le mieux pour toi. Ouais. C'est quoi les croyances qui reviennent le plus souvent là chez les clients que tu accompagnes justement en one-one, les croyances ou les problématiques vraiment? Est-ce que c'est des problématiques de structuration? Est-ce qu'ils ont avancé trop vite et ils savent plus comment avancer? Ou est-ce que ils ont encore des problématiques un peu de mindset du début? C'est plutôt sur quoi? Le mindset, si tu veux, les croyances qui reviennent le plus, c'est souvent en lien soit avec le regard des autres, donc toujours en lien avec la communication avec l'équipe, et comment l'équipe va accueillir, comment je dois leur dire, comment leur faire comprendre, etc. Donc on est plus dans des aspects managériels, c'est-à-dire que les croyances se transposent, on va dire managérialement parlant,
Par contre, tu sais, chez les entrepreneurs juniors que j'accompagne, qui sont au début du lancement de leur business ou qui sont en train de croître à mi-chemin entre la vraie croissance, dépasser les 20, 30, 50 cas par mois, bah là, eux, ils sont plus encore dans le syndrome de l'imposteur, la légitimité, la peur de réussir, de l'échec, etc. Et les entrepreneurs que je connais à des niveaux très avancés, eux, ils ont plus des problématiques sur quelle est la bonne posture à avoir en fait avec leur équipe, avec leurs prestataires, avec leurs freelances, etc. Et c'est pas du tout, si tu veux, les mêmes types de croyances. Par contre, ce qui va revenir en filigrane, ça va être les croyances liées justement à l'argent. Et j'ai un de mes clients, par exemple, qui m'a dit j'ai peur de tout perdre alors qu'il est millionnaire. Donc, chaque palier, si tu veux, apporte son lot de croissance, mais les croyances restent toujours les mêmes, mais elles se transforment sous différentes formes. C'est-à-dire que nos croyances limitantes, elles ne disparaissent jamais. Elles sont toujours là, sauf qu'elles revêtent différentes formes au fur et à mesure de notre évolution. Et en fait, c'est le déclic qu'on va avoir nous pour pouvoir les passer, qui va nous montrer en fait que finalement on a une certaine maturité, on a une certaine évolution, mais que la croyance en elle-même, elle peut revêtir d'autres formes. Et la peur de tout perdre, c'est ni plus ni moins qu'une peur de l'échec déguisée. C'est j'ai construit tout ça, mais imagine si je perds tout. Là, il y a une vraie peur de l'échec, alors que il a une équipe, il a des biens, enfin, même s'il devait tout perdre aujourd'hui, du jour au lendemain, ça lui prendrait à peu près 8 mois avant qu'il soit vraiment à zéro sur son compte bancaire, voire 8 mois, voire 1 an. Et en 8 mois, une personne qui a su faire des millions, en 8 mois, elle saura recréer de la richesse, tu vois. Donc c'est vraiment une peur, c'est paradoxal, mais cette peur, elle se transpose aux différents paliers, aux différents niveaux que la personne atteint au fur et à mesure. C'est vrai quand tu arrives à plus de 100 cas de chiffre d'affaires par mois. C'est vrai quand tu dépasses le million à l'année. Enfin, fondamentalement, c'est pas le changement en fait, il se fait plus profondément sur la prise d'expérience, c'est-à-dire c'est le retour d'expérience. Et ça, tu sais, en PNL, on est convaincu du fait que faire corrige plus que d'expliquer. Je pourrais passer 1 heure à t'expliquer une théorie, bah plutôt que de faire ça, on va te faire le truc, tu vas l'apprendre et tu vas l'intégrer, ce sera beaucoup plus rapide en termes d'apprentissage. Et aujourd'hui, bah, tous les entrepreneurs que j'accompagne, tu vois, à ces niveaux-là, c'est des brutes d'exécution. Je leur apporte un concept, je leur dis un truc, dans la minute, ils vont exécuter, ils vont le mettre en place. C'est des bêtes féroces d'application, d'exécution qui vont extrêmement vite dans ce qu'ils font. Et bah, parfois, c'est aussi ça un peu le revers de la médaille. Quand on veut aller trop vite, quand on va négliger, par exemple, au niveau relationnel, on va dire, il y a des entrepreneurs qui aiment aller justement c'est un système de pensée de défi et de challenge. Ils sont dans un challenge permanent, sauf que quand tu arrives à certains niveaux, ben, plus en fait tu as une grande équipe et plus le niveau relationnel doit être, on doit y faire attention et on doit soigner la relation justement qu'on a et avec les équipes et aussi avec soi-même. Et c'est ça qui parfois fait défaut à ces entrepreneurs-là. Ok, donc il y a pas mal de terrain de jeu, enfin il y a pas mal de choses à désamorcer, à changer, à remanier. C'est bien que tu parles de PNL aussi parce que c'est des super outils que parfois on met pas assez en application aussi dans nos techniques de coaching quand on fait beaucoup de mentorat aussi. Mais c'est ça qui aide à désamorcer aussi quelque chose à l'intérieur. Et t'as commencé ta phrase par communication. Et du coup, je voulais enchaîner sur ça. Ça n'a pas forcément de sens, mais je voulais enchaîner sur ça. Toi, t'as quand même une belle visibilité en ligne. Est-ce que c'est quelque chose que t'as construit petit à petit ou est-ce que tu as connu des vagues de visibilité pour je ne sais quelle raison à des moments, ou est-ce que c'est quelque chose que vraiment tu te dis je suis hyper rigoureux sur ma création de contenu et c'est ça qui va me faire gagner, ou comment tu vois les choses par rapport à ça, parce que c'est vrai que tu as quand même développé une assez bonne visibilité, on arrive à te trouver, à te voir souvent dans des événements, dans des choses à côté de d'autres personnes, donc qu'est-ce qui a fait que tu en es là pour toi, d'après toi?
Alors écoute, merci déjà pour le compliment. Je le prends comme un compliment parce que je ne me comment je ne me targue pas d'être le meilleur en termes de visibilité parce que si tu veux, j'ai pas je pense que plus disparate que moi pour créer du contenu et le diffuser, je pense qu'on fait pas mieux. Euh, Celui qui est vraiment une bête de création de contenu, c'est Jérémy. Jérémy, Ouais. il est capable de créer 10 posts dans la journée. Il est pire que ChatGPT. Ah mais vraiment, Mais tu sais il pourquoi? est Parce que je capable de pense créer du que contenu, c'est incroyable. c'est ça, c'est un storyteller né aussi, Jérémy. Enfin, Ah mais il ouais, a ses techniques. mais oui, mais oui, Un sujet, il t'en mais oui, transforme une histoire. Mais du coup, mais oui. pour toi, Et, et alors non mais justement, je vais te donner la suite parce que je pense pas avoir cette force créative, tu sais, pour créer du contenu comme ça à tout va tous les jours parce que déjà c'est pas ma vocation et c'est pas mon métier de faire ça. Par contre, me faire pitcher comme ça, me faire inviter et puis expliquer justement ce que je fais, ce que j'ai pris le parti en fait de récupérer les interviews, d'en faire des reels, etc. Donc j'ai mis un système automatisé pour ça. Par contre, ce que je fais et la visibilité dont tu parles, je te remercie, mais je sais pas comment tu la vois, mais en tout cas, j'ai mis 7 ans à construire tout ça, sachant que j'ai construit une chaîne YouTube, un compte Instagram qui a, je crois, 13 000 abonnés aujourd'hui, 12 700, un truc comme ça, ouais, et 33 000 abonnés sur TikTok. Mais si tu veux, tout ça, ça n'a pas été, si tu veux, le truc, il s'est pas fait comme ça s'est fait sur la longueur. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout ça le message, c'est que tous les algorithmes changent, mais vraiment du tout au tout d'un jour à l'autre. Et le vrai secret là-dedans, en fait, c'est juste de le faire un petit peu, mais longtemps. Et ouais. je pense que moi, je me suis pas fait violence comme certains à être dans la performance, machin et tout. Et j'en vois, et je vais donner cet exemple parce que c'est le plus récent que j'ai entendu, c'est Bastien Pélissier. Je sais pas si tu vois qui c'est je l'appelle le loup de Wall Street français. Tu sais, c'est le jeune homme avec une chemise noire qui parle de la vente et qui fait de la vente Ah sur oui, Instagram. ça me parle, ouais, ça y est. Tu le verras, il a une petite moustache comme ça et il parle, il explique des méthodes de vente. Bah, lui, j'avais vu une de ses interviews. Alors, j'ai pas les mots exacts qu'il a utilisés, mais j'ai trouvé ça très pertinent. C'est que il fait ça depuis extrêmement longtemps. Sauf que quand il a démarré, en fait, je crois que ça fait, je sais pas combien d'années il fait ça. Il a démarré, en fait, il y avait pas de vue du tout, en fait. Personne le regardait correctement, il était pas connu, bref. Mais il a pas arrêté, en fait. C'est ça, le secret, il est là. C'est de ne pas arrêter quand ça ne marche pas. C'est comme les gens qui lancent un podcast, il y en a plein qui arrêtent parce qu'ils attendent la fame, que tout décolle comme ça du jour au lendemain. Mais en fait, le podcast, il y a Non. 1 an et demi de ça, en fait, je crois en France, aux États-Unis, il y avait 300 000 podcasts, un truc comme ça, ou en France, il y en avait 10 000, je sais plus. Mais l'idée, c'est que quand une vague de quelque chose arrive, il faut juste être patient et rester dans la durée. Si tu veux, en fait, euh, c'est la fameuse phrase, j'aime bien cette phrase, d'ailleurs c'est Steve qui me l'avait sorti une fois, c'est en fait arrêter de croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Ouais. L'herbe est verte là où on l'arrose. Et en fait, si tu arroses un petit peu au fur et à mesure et que tu restes patient sur le process, parce que quand tu arroses, il faut que la graine, elle puisse prendre l'eau et puis il faut que la tige, elle commence à sortir. Il y a un process en fait. C'est pas en tirant sur les feuilles que l'arbre va pousser plus vite. Donc l'idée, c'est trouver des systèmes qui rendent le process agréable et cool pour toi pour pouvoir durer sur la distance. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire, j'ai lâché prise sur créer du contenu à tout va, tout le temps. Tu vois, ça, j'ai arrêté de me faire violence là-dessus. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai mis une stratégie en place d'automatisation et j'ai fait mon deuil, si tu veux, sur l'aspect visibilité. Parce qu'aujourd'hui, les chatbots de tous les réseaux sociaux sont tellement avancés que quand tu postes en automatique avec un outil, moi j'utilise Metricool, quand tu postes en automatique, les algorithmes le reconnaissent et limite en termes de reach et de vue, t'es déclassé quoi. Donc j'ai fait un peu le deuil là-dessus. Moi j'ai misé sur la longueur, c'est-à-dire c'est pas grave, ok, il va y avoir 200, 300 vues, mais c'est pas grave. Moi j'ai décidé de rester sur la longueur et on verra où ça mène parce que mon objectif c'est juste de garder ma visibilité tout le temps. Et en fait, tu vois Hmm. ce que tu me dis, ça me conforte dans l'idée que aujourd'hui, je crée pas du contenu tous les jours,
mais toi, tu es en train de me dire, mais on te voit partout, machin. Bah oui, en fait, parce que j'ai mis un système qui permet d'amener ça. Tu vois? C'est lisse. Ouais, moi aussi, on me dit que je suis tout le temps partout. Là, mon dernier post Instagram, alors ok, il date d'hier, mais celui d'avant datait de il y a un mois, je crois. Tu vois, c'est quelque chose comme ça. Mais c'est ça. Et j'ai juste une question. Au tout début, en 2016, t'avais retrouvé des groupes un peu d'entrepreneurs, de séminaires. T'avais fait des choses comme ça pour te lancer ou pour t'inspirer. Alors, je sais pas si tu suivais des gens peut-être au début et t'allais dans les groupes alors comme non, ça. Steve, je le suis depuis bien plus longtemps que ça, en fait, depuis avant 2016. Et la personne, en fait, qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier au niveau dev perso, marketing, etc., c'est une personne que je remercierai jamais assez, qui s'appelle Gwendoline Meyer, qui est une entrepreneuse. Aujourd'hui, elle est maman, elle s'occupe de tout à fait autre chose, mais c'est une entrepreneuse en fait que j'ai connue à Toulouse, et c'est elle qui m'a ouvert en fait au monde du marketing, du développement, enfin de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est elle qui m'a présenté à l'époque Jérémy Coleman, avec lequel justement on est resté très amis et très proches depuis. Et l'idée, si tu veux, c'est que quand tu sors du salariat, les gens qui étaient autour de moi, c'était un cercle d'amis du cercle salarial. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à dire je vais monter mon entreprise de coaching, tout le monde a commencé à me tourner le dos ou à se moquer de moi ouvertement en mode coaching, mais c'est quoi ça? Est-ce qu'il y a des gens qui sont devenus riches avec ça? Enfin bref. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui étaient là simplement pour le statut social. C'est-à-dire, monsieur le directeur est là, oui, bonjour. Ils sont contents d'être avec le directeur, si tu veux. Voilà. Et donc, quand tu sors de ça, en fait, ces gens-là ont complètement disparu de ma vie aujourd'hui. Et à l'époque, il y avait que Gwendoline que j'ai connue et qui m'a fait connaître plein d'autres personnes. Et c'est parti de là, en fait. Et aujourd'hui, j'ai un cercle d'amis que d'entrepreneurs, de gens qui sont bien plus avancés que moi. Enfin, je pense que tu as parlé à Jérémy, il y a d'autres personnes aussi dans mon cercle. Et c'est beaucoup plus riche aujourd'hui que ça ne l'était avant. Je comprends, je comprends. Ouais, ok, parce que tu sais, moi, j'ai rencontré Antoine Redel chez Cédric Anissette. Antoine en fait partie, Antoine en fait partie, ouais. Et tu vois, c'était un peu la même époque, 2017, les gros séminaires à Paris, tout ça. Donc, c'était un peu le début de la grande vague. C'est pour ça que je te pose la question, mais super intéressant. En tout cas, on ira checker tous les noms que tu nous as donnés. Je pense qu'on a fait un bon tour dans ce podcast. J'ai encore quelques petites questions, notamment ma question un peu phare du podcast. C'est, est-ce que tu penses que tu as révélé pleinement ton potentiel aujourd'hui? Alors, j'ai la croyance, et peut-être elle est fausse, mais j'ai la croyance que chaque période de notre vie est une révélation. Et chaque période qu'on traverse est une révélation à nous-mêmes, et que ce processus, est comme la nature, ne s'arrête jamais. Et c'est ce qu'on appelle dans la nature, en fait, c'est ce qu'on appelle un écosystème antifragile. Je sais pas si tu as lu le livre de Nassim Nicolas Taleb, Antifragile. C'est un livre qui m'a beaucoup inspiré et sur lequel je m'appuie encore beaucoup aujourd'hui pour expliquer certaines de mes méthodes de coaching. C'est que la nature est complètement antifragile. Il peut se passer l'hiver, le froid, etc. Tu prends un arbre, juste un arbre. L'arbre, il est capable de résister à tellement plus de choses que l'humain, par exemple, que la nature a créé en fait un système antifragile. Et moi, c'est ça que je remarque, c'est que chaque période de notre vie est une révélation de notre potentiel et une invitation à l'évolution et au changement perpétuel. Et comme l'avait dit Héraclès, je crois, si je dis pas de conneries, enfin en tout cas c'est un grec de la Grèce antique qui avait dit ça, rien n'est plus permanent que le changement. Et si tu as compris ça, tu as compris que chacune de tes étapes en fait de vie est une révélation à elle-même. J'ai une personne que j'ai eue aujourd'hui au téléphone, enfin en visio, elle m'a dit j'arrive à 39 ans, c'est bientôt l'âge de la crise de la quarantaine. Elle va avoir 40 ans prochainement. Et en fait, 40 ans, tu peux voir ça comme une crise ou tu peux voir ça comme un nouveau point de révélation de ton potentiel pour t'amener à d'autres façons de penser, d'autres visions du monde. Voilà.
Bah c'est ça, hein, c'est que dans le mouvement aussi qu'on se révèle et qu'on se trouve, c'est en bougeant les choses, hein, c'est pas en restant dans sa zone de confort pendant 60 ans. Alors pourquoi pas, mais j'ai jamais vu vraiment quelqu'un qui m'a dit ça. Du coup, c'est bien parce que je voulais aussi te poser cette question. Est-ce que tu as une citation ou un mantra qui t'inspire au quotidien? Là, c'est vrai que tu viens de nous en citer une, mais est-ce que toi, tu as quelque chose que tu te répètes ou que tu répètes à tes coachés comme ça pour te motiver ou pour qui t'inspire aussi? Je pourrais en avoir plusieurs. Bah, je vais t'en donner deux. Et je vais te donner la version marketing et la version un peu plus underground. Euh, la version marketing, c'est une phrase que j'ai placardée partout en fait à mes débuts. Là, je la mets plus trop en ce moment, mais tu sais, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, quand j'ai décidé de quitter le salariat, il y a une phrase qui m'est venue, mais tout de suite, c'est OK, je dois faire des choses, donc je dois créer une entreprise, me former, blablabla. Et en fait, quand je me suis lancé là-dedans, la première phrase que je me suis dit, mais en fait, tout commence par toi. Donc commence par toi déjà, commence par te soigner, soigne tes blessures, tes croyances, tes ci, tes ça. Tout commence par toi. Et en fait, cette phrase, elle a amené un autre petit morceau de phrase que j'ai mis après à la fin de mes podcasts, que je la dise dans le bon ordre. Ah oui, c'est quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez dans la vie, tout commence par vous, alors restez actif car la vie est courte. En fait, ça vient de plusieurs citations et mantras que j'ai en tête, et donc notamment celui que je vais te donner là. La citation un peu underground, c'est une citation d'un écrivain turc qui s'appelle Necip Fazil, qui lui dit en fait, ici on n'est que de passage en fait, et il dit, en ce bas monde, si même l'air que nous respirons doit être rendu, rien ne nous appartient. Donc l'idée c'est, on est tellement éphémère ici, que chaque chose que tu vas faire ou chaque chose que tu vas vivre, vis-la le plus vite et le plus intensément possible. Et si tu fais ça, tu n'auras aucun regret le jour où la mort viendra te cueillir. Et comme rien ne t'appartient, ne crois pas que tu vas pouvoir emmener quelque chose avec toi ou que tu es le maître de quelque chose, en fait. Et j'aime ça parce que ça, il y a tout un aspect spirituel, mais il y a aussi tout un aspect beaucoup plus matériel de ce monde où on s'attache beaucoup aux objets, aux choses, etc. Et je pense qu'on a besoin aussi d'une petite dose de spiritualité, une petite dose aussi de moi je l'attache plus au moment présent, le ici et maintenant. Parce que dans nos vies, en fait, à cause des réseaux sociaux, à cause de la télé, à cause des médias, à cause de plein de choses, on est coupé du moment présent et de nous ici et maintenant. Très bien, très belle citation et très bien pour terminer ce podcast. Mais la dernière question que j'ai pour toi, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver et comment on peut travailler avec toi si on a envie? Eh ben écoute, sur à peu près tous les réseaux sociaux, Instagram, là où je suis le plus actif, alors j'essaye d'être le plus actif, c'est Instagram, LinkedIn. Et en parallèle, pour toutes les personnes qui auraient besoin de voir mon travail et d'avoir déjà du contenu pour savoir comment je fais, il y a la chaîne YouTube. J'ai laissé, il y a plus de 300 vidéos, il y a beaucoup de contenu, beaucoup de choses dont les gens peuvent s'inspirer. Et en parallèle, si vous voulez me contacter, directement sur Messenger par Facebook ou par Instagram ou par LinkedIn. Okay. Toujours les messages privés, et, ils peuvent me contacter. Et donc, ton prénom et ton nom. Voilà, Mehmet Gül, G-U-L. Je ne l'ai pas mis là à l'écran, mais voilà. Parfait. Très bien. Et quand même, 33 000 followers sur TikTok, donc ça mérite d'être mentionné. Donc quand même, c'est du travail, on le sait. Donc c'est chouette. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps et pour tous ces partages hyper inspirants. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Eh ben, merci à toi, merci pour l'invitation et beaucoup de succès à toi et ton podcast. Merci Mehmet et puis à très vite. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.